Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Bienvenue à ce nouveau webinaire, cette fois-ci intégralement en français, consacré donc aux analyseurs XOS et donc à l'analyse élémentaire par fluorescence X des produits pétrochimiques. Donc je suis Florian Chapuis, donc ingénieur technico-commercial pour SR Instruments, et donc votre interlocuteur principal pour toute la gamme de produits XOS. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Pierre Hilt. Pierre, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Pierre Hilt, je suis technicien SAV au sein de SR Instruments. Je suis aussi responsable de la gamme XOS en ce qui concerne les installations, les formations et les réparations s'il y en a besoin. Donc je suis en collaboration directe avec Florian au niveau de la gamme XOS. Voilà, donc rapidement, un petit sommaire. Hop, je vais couper la caméra. Donc ce webinaire sera découpé en deux grandes parties. Donc la première, durant laquelle je vous présenterai donc notre société, SR Instruments, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Puis la société XOS avec le détail des instruments que nous distribuons et donc qui sont dédiés à l'industrie pétrochimique et à l'analyse élémentaire. Je vous présenterai également les deux technologies existantes et les améliorations qu'on y apporte avec les instruments XOS, leurs domaines d'application respectifs et les normes qui les citent et qui sont applicables. Et ensuite, donc Pierre vous fera une démonstration en live d'un analyseur Petramax qu'on peut voir justement sur cette slide et qui sera découpée, elle, en plusieurs parties. Donc la première, ça sera la présentation de l'instrument avec les différents menus. Ensuite, il vous montrera comment est-ce qu'on prépare un échantillon. Ça va pas prendre énormément de temps vu la simplicité de la préparation d'échantillon. Et on vous fera voir le déroulement d'une analyse ainsi que le rapport qui en découle. Et donc, à la suite de tout cela, nous pourrons discuter, échanger sur cette présentation à la fois technique, scientifique et pratique. Et vous pourrez nous poser toutes vos questions par rapport à ces produits. Donc, SR Instruments, nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, spécialisés depuis maintenant plus de 30 ans dans l'analyse chimique et plus particulièrement dans le domaine de la pétrochimie. Et donc, notre société est présente sur deux territoires, donc la France et l'Italie. Et le cœur de notre activité au quotidien, c'est de trouver des solutions analytiques qui répondent au mieux à vos besoins. Historiquement, on a une forte présence dans le domaine de la chromatogazeuse. Et donc, au fil des années, au fur et à mesure des nouvelles technologies qui apparaissent sur le marché, on s'est naturellement rapproché de la spectroscopie et de la fluo-X pour répondre à d'autres besoins de nos clients, donc des industriels de la pétro. Et donc, c'est pourquoi nous avons lancé ce partenariat avec XOS, qui est donc une société américaine, membre du groupe Danaher. Donc, le siège est basé dans la banlieue new-yorkaise. Et le cœur d'activité d'XOS, c'est donc l'analyse des produits pétrochimiques par fluo-X. Donc, XOS est présent partout dans le monde, sur tous les continents, avec des bureaux, des services techniques, des services commerciaux et un circuit de distribution international. Donc, comme je vous le disais, les analyseurs XOS sont donc dédiés à l'industrie pétrochimique et utilisent la fluorescence des rayons X, donc XRF, avec une excitation monochromatique. Et c'est justement cette excitation monochromatique qui nous permet d'atteindre des limites de détection et des limites de quantification qui sont en accord avec les normes du secteur, ISO ou ASTM, EN, etc., etc. Et donc l'avantage, l'un des avantages de ces produits, c'est que là où avant on utilisait de gros instruments qui demandaient beaucoup de maintenance, beaucoup de connaissances pour la préparation d'échantillons, pour le retraitement des datas, etc., etc. Ici, on a un analyseur qui est très compact
et qui est très simple d'utilisation. Donc ça, c'est moi qui vous le dis. Vous pouvez vous dire que c'est ce qu'un commercial dit, mais tout à l'heure, Pierre, justement, vous fera une démonstration en live pour vous montrer que c'est bien la vérité. Et si on prend juste un exemple pour la préparation d'échantillons, avec les analyseurs XOS, elle est vraiment réduite au strict minimum, c'est-à-dire on prend notre échantillon, on le met dans une cup, on ferme cette cup et on met cette cup dans l'analyseur. Pas plus, pas moins. Et également, un autre avantage de ce type d'analyseur, c'est que on a un gain de place assez considérable. Pour vous donner une idée, les analyseurs XOS font la taille à peu près d'une imprimante, grosso modo, de bureau. Et on a besoin uniquement d'une prise électrique pour le faire fonctionner. Voici donc les différents analyseurs XOS que nous distribuons chez SRA. Et donc, pour chaque analyseur, pour chaque instrument, correspond un élément. Principalement, c'est vrai pour tout sauf pour le Petra. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, pour s'y retrouver, si on prend là où les premières lettres de l'élément analysé et si on prend là où les premières lettres de l'analyseur, on retrouve nos petits. Donc, typiquement, si on prend des exemples, le SINDI pour le soufre, le signal qu'on voit à droite pour le silicium, le chlora pour le chlore, etc., etc. Et du coup, le Petramax ou le Petra 4294, c'est une déclinaison du Petramax. C'est un analyseur qu'on appelle qui est un peu plus tout-terrain et qui est multi-élémentaire, qui va nous permettre d'analyser une douzaine d'éléments en même temps. Et c'est sur cet analyseur-là que Pierre fera sa démonstration à la suite de ma présentation technique. Et donc, tous ces analyseurs se basent sur une technologie qui est divisée en deux parties, donc la FluoX à dispersion de longueur d'onde et la FluoX à dispersion d'énergie. Et donc, de manière classique, historique, on a une excitation polychromatique. Et avec les analyseurs XOS, on vient apporter une amélioration en excitant notre échantillon plus de façon polychromatique, mais de manière monochromatique. Et c'est justement cette excitation monochromatique, c'est grâce justement à cette excitation monochromatique que nos analyseurs se démarquent sur le marché. Donc tout d'abord, première techno, donc la FluoX à dispersion de longueur d'onde avec excitation polychromatique dans un premier temps pour l'historique, comme chez nos concurrents, puis monochromatique en vous présentant bien entendu les avantages d'une telle excitation. Et on vous présentera également comment est-ce que cela fonctionne. Donc pour la manière classique, nous avons donc une source de rayon X qui émet un faisceau polychromatique avec un pic d'énergie que l'on voit en bas à gauche. Et ce pic d'énergie, avec cette technologie-là, n'est pas en fait exploité individuellement. Et tout le reste du spectre de rayon X va générer en fait lors de l'excitation un bruit de fond assez important. Et donc du coup ici, nous excitons notre échantillon avec la totalité du spectre du faisceau polychromatique. L'échantillon qui est une fois excité va à son tour émettre un faisceau polychromatique qui va passer à travers un filtre. Ce filtre nous permet de couper, entre guillemets, de sélectionner une gamme de longueur d'onde qui nous intéresse. Et donc ensuite vient le miroir plat qui va, en bougeant légèrement, va sélectionner là où les longueurs d'onde du ou des éléments d'intérêt à détecter. Et donc, avec une technologie comme celle-ci, on obtient un spectre, comme on peut le voir en haut à droite, avec un important bruit de fond qui est dû justement à l'excitation polychromatique. Et donc là où on se démarque avec les analyseurs XOS, c'est justement grâce à un système optique qui est breveté, donc le DCC, DCC pour Double Curved Crystal. Et donc ce système optique est en fait un miroir qui est doublement incurvé et qui est recouvert de petites plaques de cristal comme on peut le voir sur cette photo. Donc à quoi va nous servir ce miroir? À deux choses principalement.
La première, c'est qu'il va focaliser en fait le faisceau incident, donc d'excitation, sur l'échantillon, grâce justement à sa double incurvation, et ce qui va permettre une excitation de meilleure qualité due à cette focalisation. En parallèle, dans un second temps, le cristal, qui est à la surface du miroir, va nous permettre de sélectionner le pic de plus haute énergie que l'on n'exploitait pas uniquement dans la technologie précédente pour exciter notre échantillon avec un faisceau monochromatique. Et cela réduit ainsi considérablement, assez drastiquement même, le bruit de fond qui est causé par le polychromatisme de la source de rayons X. Donc, si on prend un exemple concret d'analyseur, donc ici un Cindy plus Chlora, si on reprend un petit peu la même idée sur le schéma que la méthode classique, donc on retrouve notre source de rayons X en haut à gauche, en orange, c'est le tube. Et donc le miroir, le DCC, va venir se placer juste entre la source et l'échantillon. Donc le faisceau polychromatique qui arrive du tube de la source de rayons X vient taper sur le DCC, qui va du coup alors apporter ces deux avantages que je viens de vous présenter. Dans un premier temps, la focalisation, et dans un deuxième temps, la sélection du pic de plus haute énergie pour exciter l'échantillon et l'envoyer directement vers celui-ci. Et donc, contrairement à l'ancienne méthode, où l'on excite avec la totalité du spectre, on observe ici le pic d'excitation avec lequel on va exciter notre échantillon. Et grâce à ce pic d'excitation sélectionné, on va pouvoir considérablement réduire le bruit de fond. Donc l'échantillon qui est ainsi excité va, encore une fois à son tour, émettre un second faisceau polychromatique qui est dirigé vers un nouveau système optique. Donc dans notre cas, comme on a deux éléments, deux systèmes optiques qui vont à leur tour focaliser et sélectionner en faisceau monochromatique les rayons vers les deux détecteurs. Donc un pour le chlore et l'autre pour le soufre. Si on a un analyseur monoélément, on aura un seul DCC à la place de ces deux-là qui sera spécifique de l'élément analysé. Tous ces paramètres donc sont réglés directement d'usine. Et donc, si l'on regarde le résultat en bas à droite, ça nous amène à des pics qui sont beaucoup mieux résolus, avec un bruit de fond qui est beaucoup plus faible et donc des résultats plus précis. Passons maintenant à la deuxième méthode, donc la fluo-X à dispersion d'énergie, avec toujours une excitation monochromatique. Encore une fois, comment est-ce que ça se passe de manière historique chez nos concurrents? Donc, comme précédemment, on a une source d'excitation avec des rayons X sous forme d'un faisceau polychromatique qui va venir directement taper, exciter notre échantillon sans le filtrer. Et donc, le faisceau entrant va exciter notre échantillon sans sélectionner le pic d'énergie le plus intense comme précédemment. Et donc, l'échantillon va à son tour émettre un second faisceau polychromatique dirigé vers le détecteur qui, en fonction de l'énergie, détermine en fait l'élément qui est analysé. C'est comme ça qu'on sélectionne l'élément analysé. Et donc, c'est l'intensité de ce pic qui va nous donner en fait la concentration de l'élément. Et encore une fois, on voit ici qu'on a un pic, enfin des pics même, assez mal résolus avec un signal sur bruit qui est assez faible, dû notamment à un fort bruit de fond. Et donc, comment est-ce que chez XOS, nous arrivons à de meilleurs résultats? Encore une fois, grâce au DCC et au miroir doublement incurvé qui va sélectionner cette fois-ci le pic énergétique de plus haute intensité, comme pour la dispersion de longueur d'onde, que l'on voit ici en bas à gauche, pour exciter notre échantillon et donc ainsi diminuer drastiquement le bruit de fond. À la suite de cette sélection, on va focaliser ce faisceau monochromatique vers l'échantillon pour avoir un meilleur rapport signal sur bruit afin d'avoir justement ce rapport le plus important possible. Le miroir qui a ainsi éliminé la plus grande partie du bruit de fond qui est dû au polychromatisme du faisceau d'excitation. Et donc l'échantillon ainsi excité va à son tour émettre un faisceau polychromatique qui est dirigé directement lui vers le détecteur, pas vers un deuxième miroir comme précédemment.
Et donc, si l'on compare ce spectre avec celui présenté précédemment, on voit quand même une diminution significative du bruit de fond, une ligne de base beaucoup plus basse, et de ce fait, une meilleure résolution et donc une meilleure sensibilité de l'analyseur. Le détecteur ici permet, en fonction de l'énergie, de déterminer l'élément détecté. Et encore une fois, c'est l'intensité de ce pic énergétique en fonction de la concentration qui nous permet de quantifier les éléments. Donc, si l'on compare les deux techniques, donc l'HD XRF chez XOS et l'ED XRF pour énergie dispersive pour les concurrents, on constate facilement un gain en sensibilité, en précision et en limite de détection qui est due justement à l'excitation monochromatique. Et cette excitation monochromatique est rendue possible grâce au système optique DCC breveté par XOS. Si on superpose deux résultats, donc en bleu XOS et en orange une autre technologie comparable, on voit que la quantification se fait grâce à l'intensité et donc on a de bien meilleurs résultats et qu'on voit beaucoup plus de choses grâce à l'analyseur XOS que celui de la compétition. Rapidement, une vue d'ensemble maintenant des domaines d'application des analyseurs XOS qui, comme on peut le voir ici, couvrent en fait l'intégralité du processus de raffinage, du processus pétrochimique. Donc aussi bien l'analyse du pétrole brut, d'analyse des pipes, à la raffinerie, jusqu'à la distillation et à la distribution de ce pétrole. Et à chaque étape, des éléments bien spécifiques à analyser, à monitorer, à surveiller. Et chaque élément a son analyseur dédié, soit mono, soit multi-élémentaire, avec sa technologie, donc soit dispersion de longueur d'onde, soit dispersion d'énergie, en fonction de la norme que vous avez à respecter. Et donc encore quelques exemples d'applications pour les analyseurs XOS, avec aussi bien des produits finis comme le diesel, le biocarburant, le bioéthanol, l'analyse process pour suivre l'efficacité de l'étape de distillation, par exemple, ou de dessalage, et puis des analyses pour mesurer la qualité du pétrole qui vient, par exemple, d'être extrait avant de l'envoyer dans les pipes pour raffinage ou pour transport. Et donc, en fonction de l'analyseur qu'on va sélectionner, on va avoir des gammes de concentration analysables différentes. Typiquement, si on prend le soufre en dispersion de longueur d'onde, on est entre 0,15 ppm et 10%, alors que sur de la dispersion d'énergie, on va être sur des concentrations un petit peu plus élevées, de l'ordre de 2,6% pour le Petra 4294 et 5,7% pour le soufre, pour le Petra, pour le Petramax. Rapidement, une revue des LED pour les différents analyseurs, et notamment le Petramax que va vous présenter Pierre. Donc 0,04 ppm pour le nickel, 0,1 ppm pour le vanadium, le zinc et le cuivre, et typiquement 17 ppm en limite de détection pour le potassium. Et donc si l'on compare juste très rapidement pour une même technologie, là, par exemple la dispersion de longueur d'onde, entre XOS et la concurrence, donc entre la courbe jaune et la courbe verte, on voit une différence de reproductibilité assez notable sur une large gamme de concentration. Donc ici, entre 0 et 1000 ppm pour du soufre, grâce au DCC et donc à l'excitation monochromatique, la reproductibilité est bien meilleure chez XOS, avec, si on prend un exemple aux alentours des 500 ppm, la reproductibilité chez XOS, elle est de 20 ppm, alors que pour la concurrence, elle est plutôt aux alentours de 60 ppm. Et tout cela, encore une fois, grâce au système optique designé par XOS et donc à son excitation monochromatique. Rapidement, un petit point sur les normes que nous pouvons respecter avec ces analyseurs en fonction des technologies utilisées, donc soit longueur d'onde, dispersion de longueur d'onde, soit dispersion d'énergie. Donc le soufre, typiquement, par longueur d'onde avec l'ISO 20884, la STM D2622, etc., etc.
le soufre par dispersion d'énergie avec la norme ISO 8754 ou la STM 4294 justement avec le Petra qui est dédié et donc c'est le Petra 4294 du nom de la STM. Et également le Petra Max, dernier exemple, pour l'analyse multi-élémentaire du nickel et du vanadium par Energy Dispersion selon la norme D8252. Ces normes qui sont elles-mêmes listées dans typiquement ici l'EN 590 pour le diesel, donc on voit l'ISO 20884 dont on a parlé juste avant pour le soufre, et ici pour l'essence, donc l'EN 228 où on retrouve encore une fois la norme ISO 20884 pour le soufre par dispersion de longueur d'onde avec justement l'analyseur Cindy de XOS. Donc pour conclure sur cette introduction, sur cette partie théorique et technologique, et résumer un petit peu tout cela, les principaux avantages des analyseurs XOS résident en 5 points. Donc le premier, ça sera une meilleure reproductibilité. Le second, une meilleure répétabilité grâce tout cela au système optique et donc à l'excitation monochromatique. C'est un analyseur de paillasse qui nécessite uniquement une prise de courant, pas besoin ni de gaz ni de pompe à vide. Vraiment, quand Pierre va venir l'installer chez vous, il aura juste à le brancher sur une prise de courant et après à vous faire la formation à l'utilisation de l'instrument. Et la dernière chose que l'on peut dire, c'est que la préparation de l'échantillon est vraiment ultra simple et très peu chère. Mais du coup, je vais laisser Pierre vous présenter l'instrument en direct. Donc, je vais remettre la caméra pour pouvoir vous filmer justement l'instrument. Hop, je switch. Et normalement, vous pouvez voir l'instrument avec, vous le devinez, juste à droite, la petite imprimante qui est vendue avec. C'est à toi, Pierre. Rebonjour à ceux qui ne m'ont pas entendu au début. Donc, rapidement, une première présentation globale de l'instrument. Vous avez tout d'abord l'écran tactile qui vous permet de gérer la totalité de l'instrument. Ensuite, vous avez à la droite de l'instrument la partie où on insère les échantillons. Florian, est-ce que tu peux juste l'ouvrir, s'il te plaît? Merci. Voilà. En bas à gauche, vous avez le bouton d'allumage et d'extinction. En bas à droite, vous avez un petit récipient, donc un bac de rétention si jamais il y a un échantillon qui fuit. Ensuite, au niveau des connectiques, vous avez 3 ports USB sur l'équipement, donc un en face avant et 2 en face arrière. Donc, nous, on a utilisé un en face arrière pour connecter l'imprimante. En face avant, vous pouvez connecter, si vous le souhaitez, un clavier ou une souris pour l'utilisation, pour éviter de trop toucher l'écran tactile. Et vous avez aussi à l'arrière un port RJ45 qui peut vous permettre de vous connecter à un réseau pour, par exemple, relier l'appareil directement au LIMS, à SAP ou à tout un système de gestion de données. Pour pas vous gêner tout au long de la démonstration, moi je vais utiliser une souris de manière à pas interférer sur l'écran. Donc quand vous allumez l'appareil, vous arrivez sur une page où il va vous demander une connexion avec un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe. De base, c'est admin. Après, vous pouvez créer des utilisateurs différents. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur le premier module, donc, qui s'appelle Scan Info. C'est le module qui vous permet de démarrer des analyses en entrant un nom d'échantillon ou un commentaire si vous ou un commentaire si vous le souhaitez afin de décrire un peu plus précisément votre échantillon. Ensuite, dans la partie du dessous, vous avez deux possibilités de méthodes, soit des presets, qui sont des méthodes pré-réglées afin de gagner en rapidité sur le lancement des analyses, ou alors lancer manuellement en sélectionnant vous-même la matrice de l'échantillon, donc de l'huile
de l'eau ou des poudres, si vous le souhaitez, le temps d'analyse, la méthode qui sera utilisée, donc soit la méthode pour le soufre ou alors la méthode pour les autres éléments, pour les méthodes. Et après, le nombre de répétitions. Petite information supplémentaire, lorsque vous utilisez des méthodes qui sont préfaites, donc preset, dans la partie de droite, vous avez un rappel des caractéristiques de la méthode afin de pouvoir vérifier rapidement ce que vous allez faire comme analyse. Une fois que vous avez lancé votre analyse, vous arriverez dans le menu Results, qui lui va se décomposer en 3 parties différentes. Vous avez le summary, donc qui résume globalement les composés qui vous intéressent le plus, qui est complètement configurable en fonction du nombre de composés que vous souhaitez. Vous avez ensuite le full results, donc qui contient lui tous les analyseurs, tous les résultats par élément, excusez-moi. Et ensuite, vous avez le scan info qui vous permet en fait de récupérer les différentes caractéristiques de l'échantillon, donc son nom, la courbe de calibration qui a été utilisée, etc., etc. Ensuite, vous avez un troisième menu, donc le menu historique, qui vous permet 2 choses. Il vous permet premièrement de revisualiser une ancienne analyse en cliquant simplement dessus et en choisissant Open Selected, tout simplement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire le calcul de moyenne de plusieurs analyses qui ont été faites avec la même méthode. Donc, vous appuyez en haut à droite sur le bouton Select, vous sélectionnez les analyses que vous souhaitez moyenner entre elles et vous faites Average. Moi, dans ce cas-là, il va pas me le faire car j'ai effectué plusieurs mesures avec le même nom d'échantillon mais avec une méthode différente à chaque fois. Dans ce menu historique, vous avez les 20 dernières analyses qui sont retenues. Ensuite, vous avez un menu statut qui se décompose en 2 colonnes. Donc, dans la colonne de droite, c'est tout ce qui est au niveau des versions de logiciels internes à l'appareil. Et dans la partie de gauche, c'est vraiment tout ce qui est physique, donc au niveau de la tension, du courant et des températures internes à l'analyse. Ensuite, nous arrivons dans le menu Settings, qui lui nous permet vraiment de configurer l'appareil comme on le souhaite. Donc, vous avez tout en haut le menu calibration. Donc, il faut savoir que l'appareil est calibré en usine, donc pour le soufre et pour les paramètres fondamentaux, donc pour tout ce qui est mesure de métaux. Donc, c'est-à-dire qu'il est utilisable dès son installation, il n'y a pas besoin de recalibration derrière. En revanche, si vous le souhaitez, il y a possibilité de faire une calibration personnalisée. En revanche, aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails car c'est une utilisation assez particulière de l'appareil. Toutefois, si vous le souhaitez, nous pourrons répondre à vos différentes demandes sur la calibration à la fin de ma démonstration, dans les questions ou en venant dans vos laboratoires directement pour vous faire une démonstration en direct. Ensuite, vous avez la possibilité dans le menu Date and Time de régler la date et l'heure de l'analyseur. C'est assez simple. Il faut juste faire attention quand vous réglez ces paramètres-là. L'appareil a besoin d'un reboot une fois ce réglage fait. Ensuite, dans Préférences, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le clavier virtuel qui s'affiche à l'écran. C'est pour ça que vous pouvez aussi utiliser un clavier physique si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi désactiver l'impression automatique des résultats à la fin de chaque analyse, excusez-moi. Et vous pouvez aussi modifier l'unité qui sera affichée pour les différents éléments lors de la présentation des résultats. Dans le menu Security, vous pouvez créer des utilisateurs avec 2 possibilités différentes. Donc, soit un administrateur qui a la possibilité de tout modifier sur l'analyseur,
ou des utilisateurs simples qui sont un peu bridés au niveau de l'utilisation. Ensuite, au niveau des presets, dans le preset manager, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est pour se créer des méthodes afin de gagner du temps lors de l'analyse. Donc, pour créer un nouveau preset, vous cliquez sur New Preset. Vous lui rentrez un nom. Moi, aujourd'hui, je vais juste créer la méthode démo. Ensuite, vous pouvez sélectionner la courbe de calibration que vous souhaitez utiliser. Donc, Default FP, c'est pour les paramètres fondamentaux. Donc, c'est pour tout ce qui est analyse de métaux. Et la D4294 concernerait plus précisément le soufre. Vous pouvez régler le temps d'analyse, la matrice de l'échantillon, donc si c'est de l'huile, de l'eau ou des poudres, le nombre de répétitions et si vous souhaitez que cette méthode soit utilisée par défaut. Lorsque vous faites Save, elle apparaît automatiquement dans le Scan Info, dans le menu des presets. Ensuite, le menu Element Selector permet de régler l'affichage des résultats qu'on obtient en choisissant quel élément on souhaite afficher dans le résumé des analyses. Pour cela, vous cliquez sur New. Il vous demande le nombre d'éléments que vous souhaitez afficher. Je vais en choisir 3. Et ensuite, vous avez simplement à choisir quel élément vous souhaitez afficher à l'écran à la fin de l'analyse. Vous faites Save. Vous lui donnez un nom. Je vais utiliser la même chose, démo. Une fois qu'elle a été créée, elle se met automatiquement en utilisation par défaut. Et lorsque vous retournez dans les résultats, dans le summary, vous avez bien les 3 éléments que vous avez sélectionnés. Ensuite, le menu Licenses, qui lui permet d'afficher les mentions légales de l'instrument, donc là où il a été fabriqué, etc., le nom du fabricant et tout ce qui concerne vraiment la partie légale de l'instrument. Ensuite, dans File Transfer, vous avez la possibilité d'exporter les analyses en fichier CSV, donc export utilisable sur Excel, en choisissant le bon séparateur de décimales, pas de décimales, en utilisant le bon séparateur. Pour ce faire, il faut juste une clé USB. Il faut juste mettre une clé USB, s'il te plaît. Voilà, donc la clé USB apparaît en dessous de Copying To. Vous sélectionnez l'analyse que vous souhaitez copier, vous faites copie. Il vous informe que la copie a été faite. Vous éjectez votre clé USB et vous pouvez exploiter le fichier CSV depuis Excel. Il y a aussi la possibilité d'exporter des PDF pour les résultats complets ou pour le summary, si vous le souhaitez. Ensuite, nous avons le dernier menu, donc le menu Logout. C'est juste une fois que vous avez fini de faire vos analyses en tant qu'utilisateur, vous pouvez simplement vous déconnecter de l'instrument. Je vous ai présenté tous les menus de l'instrument. Je vais passer maintenant à la présentation de la préparation d'un échantillon. Dans mon cas, je vais utiliser uniquement de l'eau pour simplifier la présentation. Donc, pour préparer un échantillon, vous avez besoin de plusieurs choses. Une cup, un cerclage, ainsi que de film. Donc, vous prenez votre échantillon. C'est au minimum 8 millilitres qu'il faut insérer dans la cup. J'utilise une seringue, mais vous pouvez très bien utiliser une pipette Pasteur. Vous placez votre échantillon dans la cup. Ensuite, vous prenez votre film. Alors, petit conseil pratique, n'utilisez jamais le premier filtre que vous avez dans la boîte. Utilisez toujours le second qui est placé en dessous.
de manière à protéger les autres films qui sont en dessous du premier. Le premier va servir de récupérateur de poussière potentielle dans votre laboratoire. Vous prenez votre film, vous le secouez légèrement, vous placez votre film sur l'échantillon. Le cerclage, il y a un sens, c'est assez difficile à montrer à la caméra, mais vous pouvez le sentir assez facilement avec les doigts. Il y a une sorte de bague interne. Vous le mettez sur votre échantillon et vous appuyez fortement de manière homogène sur toute la surface du cerclage. Et là, votre échantillon est préparé. Veillez juste à ne pas avoir de vagues sur la surface du film pour être sûr que la mesure se fasse correctement. Voilà, l'échantillon est préparé, on peut l'insérer dans l'analyse. Pour les besoins de la démonstration, pour avoir des valeurs un peu plus concrètes, moi j'ai préparé en avance un échantillon avec du diesel. Florian, je te laisse introduire l'échantillon. Hop. Voilà. On installe l'échantillon, on lui donne un nom. Diesel. On lui donne un commentaire si vous le souhaitez. Je vais sélectionner le preset démo et je vais lancer l'analyse. Lorsque l'analyse démarre, vous avez le rayon X qui s'allume et uniquement lors de l'analyse, c'est-à-dire que c'est extrêmement sécurisé au niveau du rayon X, il n'est allumé que lors d'une analyse. Vous avez le bouton cancel pour annuler l'analyse qui est en cours. Vous avez l'affichage aussi du temps réel de l'analyse et dans la partie inférieure de l'écran, vous avez la possibilité de visualiser d'anciennes analyses en allant dans l'historique, par exemple, si vous le souhaitez le faire pendant qu'il est en train d'analyser. On va le laisser finir son analyse. Voilà. Une fois que l'analyse est finie, on peut retirer l'échantillon. Il nous donne directement dans le résumé les trois éléments qu'on a demandé dans l'element selector ou alors dans le full result. Ici, vous avez tous les éléments qui ont été analysés lors de l'analyse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer soit les résultats complets, soit simplement le résumé. Voilà. Donc, elle nous a bien imprimé les résultats complets de l'analyse que nous venons de faire. Donc, vous avez dans la partie supérieure tous les éléments qui ont été analysés. Dans la partie inférieure, vous avez un rappel sur la partie de droite des informations sur le système, donc le numéro de série de l'instrument ainsi que tout ce qui est version de logiciel. Et dans la partie de gauche, vous avez tout ce qui concerne l'échantillon qui a été analysé. Donc la méthode, le nom et le nom de l'échantillon. Donc la démonstration est finie. Si vous le souhaitez, nous pouvons passer à l'étape des questions, si vous avez des questions. Alors du coup, j'ai déjà noté quelques questions. Donc notamment par rapport au volume d'échantillons, est-ce qu'il est possible de réduire ce volume, 8 ml étant conséquent. En fait, effectivement, c'est le volume à utiliser, à mettre dans les cups pour avoir assez d'échantillons, pour avoir une analyse assez reproductive, répétable et représentative. Donc, effectivement, c'est le volume à utiliser et il est difficile de réduire ce volume. Une autre question, quelle est la fréquence de calibration de l'appareil? Pierre, peut-être que je te laisse répondre à cette question.
Alors l'instrument sort d'usine avec une calibration interne. Si vous le souhaitez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire des calibrations personnalisées en fonction de vos besoins. Il existe des standards que vous pouvez acheter directement chez XOS pour réaliser des calibrations un peu particulières. Cependant, nous avons des clients qui ont déjà un Petramax depuis 2 ans et qui ne l'ont jamais recalibré jusqu'à présent. Voilà, donc dans le temps, c'est assez robuste, c'est assez stable. Par expérience, en tout cas l'expérience que l'on en a, c'est qu'il n'y a pas besoin de, si l'on fait des analyses plutôt routinières, on va dire, pas de besoin particulier de recalibrer, juste un suivi avec une charte de vos standards pour suivre l'évolution de vie de votre analyse. Autre question, vous avez dit que l'onglet historique gardait en mémoire les 20 dernières analyses. Qu'en est-il des plus anciennes? Alors effectivement, dans l'onglet History, normalement vous voyez encore donc, History, pas historique. Hop, je vais expliquer. Ouais. On peut afficher les 20 dernières analyses. Pour ce qui est des analyses les plus anciennes, en fait, on aura juste à aller dans Settings, File Transfer. Et du coup, là, vous avez tout l'historique de l'analyseur. Et donc, du coup, vous pourrez retrouver toutes les analyses, donc les 20 dernières, mais également les plus anciennes, si vous en avez besoin pour les retraiter ou pour les retrouver ou pour des problématiques de traçabilité, etc., vous y aurez accès directement dans File Transfer. Donc, dans History, c'est un accès très rapide pour pouvoir les revoir. Et sinon, vous allez dans File Transfer et vous pouvez soit les consulter, soit les exporter pour en faire un petit peu ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce qu'on peut modifier le format du rapport? Alors malheureusement non, il est généré de base par le Petramax. Il n'est pas possible de modifier la forme de l'impression. C'est à savoir que sur les autres appareils, donc, comme le Cindy ou le Clora, il y a aussi une imprimante qui est livrée avec. Ce n'est pas une imprimante de bureau, mais plus une imprimante de laboratoire, donc plus type imprimante de balance, par exemple, avec juste un rappel du nom d'échantillon, du numéro de série et les résultats obtenus sur l'appareil, avec possibilité de papier autocollant, si vous le souhaitez. Et à savoir également que comme vous pouvez en fait exporter les résultats soit au format PDF, soit au format CSV, vous pouvez, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, en fait avec ce format CSV, avec les bons séparateurs, avoir un fichier Excel qui est utilisable et exploitable pour retraiter vos résultats, les envoyer vers un LIMS, etc., etc. Et du coup, typiquement, faire une automatisation pour aller chercher dans une cellule d'un fichier Excel le résultat pour l'inclure dans un rapport type que vous avez chez vous directement. Combien de méthodes presets existent-t-il? Il n'en existe pas forcément vu que c'est des méthodes personnalisées. Cependant, vous pouvez afficher un nombre maximum de 9 presets pré-réglés dans le menu Scan Info. On a pas mal de questions par rapport au prix de différents analyseurs. Donc Clora, Cindy, Petramax, Petra 4294. Donc écoutez, je suis plutôt content d'avoir ce type de questions. Ce que je vous propose, c'est plutôt de parler de la partie technique aujourd'hui et puis budgétaire si jamais vous avez des questions et un intérêt vraiment pour ce type d'analyseur, vous pouvez revenir vers moi, m'envoyer un petit mail et du coup on pourra pousser un petit peu la discussion sur la technique et également sur les prix. Et je me permettrai de récupérer auprès de notre service marketing vos adresses mail pour pouvoir vous envoyer de l'information et de la documentation par rapport à ça. Pierre, une question qui est pour toi. Est-ce qu'il y a des effets matrices? Oui, il y a possibilité d'avoir des effets matrices. Cependant, on peut les inhiber soit en faisant
courbe de calibration particulière, donc avec la bonne matrice, ou alors en utilisant la calibration interne à l'appareil et en appliquant simplement un facteur au résultat obtenu. Des facteurs correctifs, effectivement, qui sont prédéfinis. Un grand nombre de facteurs correctifs sont prédéfinis par XOS et sont assez classiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc, j'espère que cette présentation à la fois théorique et une démonstration cette fois-ci en français vous auront plu, auront suscité votre intérêt. N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour justement échanger sur ces éléments-là. Alors, je vais essayer de repartager mon écran. J'espère que vous le voyez. Donc, vous avez nos adresses mail qui s'affichent donc à la fois à Pierre et à moi. Si vous avez des questions soit techniques, soit commerciales, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux si vous le souhaitez. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, merci pour votre participation et à bientôt, je l'espère. Bonne journée à tous. Merci bien. Au revoir.